Bonsoir chers auditeurs, auditrices et fidèles de la radio Pyramide Kadima, la voix de l'EJC. Bienvenue à notre émission spéciale de ce mercredi le 30 juillet 2025. En direct de Kinshasa, notre correspondant Berger Kobi a eu l'honneur de s'entretenir avec le secrétaire général de l'Église universelle de Jésus-Christ. Suivons sans plus tarder cet entretien exclusif. Entretien avec le secrétaire général de l'EJC, l'apôtre Pierre Kabena. Bonjour Papa Pierre Kabena, le secrétaire général de l'Église universelle de Jésus-Christ. Bonjour Papa Kobiri, bonjour messieurs les journalistes. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Alors, monsieur le secrétaire, la récente annonce concernant la nouvelle loi et les modalités électorales pour les élections des dirigeants de l'Église au niveau provincial, régional et sous-régional a suscité de nombreuses interrogations parmi les membres. Notre objectif d'aujourd'hui, monsieur le secrétaire, est de permettre aux chrétiens et à tout membre de l'Église de mieux comprendre cette démarche importante pour l'avenir de notre Église. Comme c'est la toute première fois, je voulais commencer par réitérer mes sincères remerciements au relégal professeur Boniface Lumpon Kapata pour son choix qu'il avait porté sur moi afin de travailler au sein de notre Église comme secrétaire général. Je remercie sincèrement également notre très chère maman, coordonnatrice de la chefferie spirituelle, maman Berne Milemba Boukassa, qui non seulement a validé mon choix, mais a eu personnellement à prier pour moi, mais souhaitant réussite pour le développement durable de notre Église. Alors, je reviens d'abord pour vous informer que nous venons de la pyramide où nous avons eu quand même à poser quelques actes de début comme des projets pilotes. Nous avons construit la maison pour la première génération et nous comptons continuer pour la deuxième, troisième ainsi que pour la quatrième génération dans l'année qui va suivre. Nous avons eu à commencer la construction d'un centre de santé pour que les pèlerins soient pris en charge médicalement sur place. Nous avons encore eu à construire les installations hygiéniques pour faciliter aux pèlerins de vivre dans de bonnes conditions. Et en tant que médecin, on avait aussi mis en place un protocole contre les maladies épidémiques, notamment on parle de choléra en ce moment. C'est pourquoi tout s'est bien passé. Dieu a aidé. Nous avons aussi à initier les projets de la cuisine commune, c'est-à-dire pendant plus de 6 jours, les services chargés du guide social de la représentation légale aillent à prendre en charge tous les pèlerins sans que personne ne puisse trouver le temps de préparer à côté. Monsieur le secrétaire général, pouvez-vous nous expliquer la genèse ou le commencement de cette nouvelle loi et de ses modalités électorales? Qu'est-ce qui a motivé en réalité la représentation légale auquel vous êtes le secrétaire général à initier une telle réforme dans la manière d'élire ou de voter le dirigeant? Une réforme est venue d'où? C'est de l'Assemblée générale qui s'est tenue au mois d'avril à Kolwezi, parce que le ministère de la Justice nous avait demandé, nous aussi en tant qu'ASBEL, de nous conformer aux règles qui régissent les autres, c'est-à-dire où l'Assemblée générale doit primer. En un mot, nous devrions arrêter avec le système de nomination pour commencer à convoquer les assemblées générales, provinciales, régionales, afin que les participants qui ont la qualité d'élire puissent élire les dirigeants qui vont diriger l'Église pendant 5 ans. Et ces choses que nous avons faites. À ce moment ici, nous avons maintenant répercuté ça pour faciliter à tout le monde la compréhension, en nous basant également sur notre doctrine. C'est pourquoi il y a eu cette loi qui va faciliter à tout le monde d'être élu ou de voter selon ceux qui ont le droit de voter. Monsieur le secrétaire général, un autre point qui semble le plus déroutant pour de nombreux membres de l'Église est de savoir
qui exactement est autorisé à voter et qui peut se porter candidat? Est-ce qu'il y a-t-il des critères spécifiques tels que l'ancienneté, les fonctions, le niveau d'études, état civil et autre chose qu'un candidat peut remplir pour être électeur ou éligible? Merci beaucoup pour la question. Qui peut élire? Celui qui peut élire, c'est tout membre ordinaire qui est dans la circonscription. Les membres ordinaires, c'est toute personne physique qui exerce une fonction administrative ou doctrinale dans l'entité concernée, allant de la représentation jusqu'à ceux qui tiennent, qui dirigent les antennes, les apôtres missionnaires, jusque même aux évangélistes qui ont des centres évangéliques. Donc bref, il faut être une personne qui exerce au moins une fonction dans l'entité concernée, selon qu'il s'agirait de la province, de la région ou des antennes. Alors pour ce qui est des cas des antennes, il y a des endroits où pour le moment il n'y a plus d'antennes parce que beaucoup de régions préparent déjà la Pentecôte, et il y a aussi dans la nouvelle cartographie, des entités qui sont déclarées des régions, mais où il n'y a pas de structure, même d'antenne là-bas. C'est pourquoi nous avons jugé bon qu'à ce niveau, tout chrétien qui sera disponible puisse participer à l'assemblée des antennes ou à la réunion des antennes pour voter les dirigeants des antennes. Mais au niveau régional et provincial, il sera respecté que uniquement tout membre ordinaire puisse voter. Alors, à la question des conditions d'éligibilité et qui peut être voté, donc c'est tout inspiré de la 4e génération ou de la première promotion dont l'âge varie entre 30 et 70 ans, de bonnes moralités irréprochables, de vie sociale et conjugale exemplaires, qui sait au moins lire et écrire, est capable quand même d'utiliser le téléphone, de communiquer par la nouvelle technologie, surtout qu'il y aura aussi les votes à distance. Une personne qui a quand même la créativité de créer quelque chose de nouveau et la capacité de trouver la solution au problème et de rassembler les enfants de Dieu. Un dirigeant ne peut pas être là, commencer à accuser les subalternes à tout moment, des accusations intempestives, des fois, déconcentre les autorités à mieux travailler. Et il y a aussi en même temps, dans la foulée, d'autres personnes qui peuvent voir facilement leur candidature être invalidée. C'est le cas de tout candidat qui n'a pas répondu aux critères d'éligibilité sus-énumérés et qui y a un cumul compromettant des fonctions et qui a un passé de mégestion ou d'un bilan non exhaustif au cours d'un exercice antérieur de ses fonctions ecclésiastiques. C'est-à-dire, vous avez à gérer, il y a l'histoire des mégestions, des détournements documentés, il y a des bavures de toutes sortes déjà documentées. À ce moment-là, vous pouvez facilement voir votre candidature être même invalidée avant les élections. D'accord, notre cher papa, vous avez encore mentionné les niveaux provincial, régional et sous-régional. Pouvez-vous détailler les différentes structures concernées par ces élections et les postes spécifiques qui seront ouverts au vote à chaque niveau ou à chaque entité? Oui, bonne question. À chaque niveau, les élections ne vont concerner que 2 places ou postes. Au niveau provincial, on va élire les représentants provinciaux ainsi que les conseillers principaux. Au niveau régional, on va élire les représentants régionaux ainsi que son conseiller régional. Et même chose au niveau des antennes, on va élire les chefs d'antenne ou les chefs de section ainsi que son conseiller. Maintenant, ce sont les deux, une fois élus, qui vont maintenant constituer leur équipe au grand complet. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Nous devrions encore savoir comment un membre peut-il se porter candidat à un poste. Y a-t-il une procédure formelle, par exemple pour le dépôt des dossiers, pour les parrainages, etc. Est-ce que vraiment il y a les dates limites à respecter? Merci. À cette question, je préfère parler directement des dépôts et traitements des candidatures. Les dépôts des candidatures se fait au niveau des secrétariats. Pour ce qui est de l'antenne, on dépose au niveau du secrétaire d'antenne, s'il y en a, mais là où il n'y a pas d'antenne, on dépose directement au secrétariat régional, donc au secrétaire régional. Là, il va réceptionner les candidatures de l'antenne et de la région.
Et les candidatures au niveau de la province se déposent auprès du secrétaire provincial. Et maintenant, ce sont les trois qui vont les faire remonter au niveau du secrétariat général en respectant la verticalité hiérarchique. C'est-à-dire, les représentants des antennes envoient au régional, les régionales envoient au provincial, et le provincial sait comment faire pour les parvenir au secrétaire général. Alors, le traitement des candidatures au niveau des antennes c'est fait par les représentants régionaux, mais en connivence avec les provinciales. Le traitement des candidatures au niveau des régions c'est fait par les bureaux suprêmes, mais en collaboration avec les représentants provinciaux, qui va, à côté de chaque candidat, faire une observation de la personne, parce que c'est lui qui connaît mieux toute sa province. Alors que les candidatures au niveau de la représentation provinciale seront une exclusivité du bureau suprême. Un autre souci, monsieur le secrétaire général, comment l'Église compte-t-elle assurer la transparence et l'équité de tous les processus électoraux depuis l'enregistrement des électeurs jusqu'à la proclamation des résultats? Oui, la gestion de la transparence est aussi simple que ça. D'abord, au niveau des dépôts des candidatures, à la fin de la réception de toutes les candidatures, les secrétariats généraux vont dresser les listes d'accusés de réception qui seront affichées, où tout le monde va vérifier son nom. Et même le secrétariat général va aussi afficher une liste d'accusés de réception pour que d'abord tout le monde sache que sa candidature avait été remontée. Et concernant maintenant le déroulement des élections, les élections se feront en plénière d'une assemblée. C'est-à-dire, les votes se font sur place, bien que les bulletins soient secrets. Chacun prend son bulletin. On commence d'abord par les contrôles des personnes qui vont entrer s'ils ont qualité. Et dans les PV qui sera dressé, il sera annexé derrière la liste des participants, des votants, chacun avec sa qualité. Pour que nous sachions qu'il n'y a pas eu de membres non ordinaires qui ont eu à voter. Ça, c'est des deux. Et puis, les comptages des bulletins se fait en public devant tout le monde. Pour ce qui est des votes à distance ou par téléphone, c'est que dès que la personne vote, les bureaux de vote est censé montrer l'affiche à toute l'assemblée qui va maintenant voir avant de cocher les candidats pour qui il a voté. Et la publication des résultats provisoire bien sûr se fera à l'immédiat dans la salle au cours de l'assemblée. Je crois que l'ensemble de ces conditions que nous avons mises en place peuvent garantir la transparence pour tout candidat. Merci beaucoup notre cher secrétaire général. La question clé pour beaucoup de membres est de savoir quand ces élections vont-elles s'organiser? D'après votre calendrier, y aura-t-il des bureaux de vote physique ou électronique, et comment les membres des zones reculées, par exemple, celles-là qui sont à 500 km de la ville, pourront exercer aussi leur droit de voter? Une question très pertinente. Nous avons déjà conçu les bulletins. Maintenant, c'est au cours de l'assemblée élective que le bureau va distribuer les bulletins à chacun. Il y a une place pour mettre les noms de votre candidat que vous avez choisi, que ce soit les représentants ou les conseillers. Et après avoir écrit les noms des candidats, l'électeur va aller déposer son bulletin dans l'urne. Donc c'est en secret, il dépose devant tout le monde dans l'urne. Maintenant, pour celui qui est à distance, il peut faire quoi? Il peut imprimer les bulletins, les remplir en votant aussi ses candidats choisis, et puis les scanner et les renvoyer au secrétaire du bureau de vote où il était censé être. Puis, il va les confirmer par un appel téléphonique devant la plénière. Celui qui n'a pas de scanner peut appeler et donner les noms directement au secrétaire du bureau de vote. Mais là, c'est devant tout le monde. Et dès qu'il est fait, le secrétaire de vote, le secrétaire du bureau de vote à son tour, il va remplir un bulletin en son nom et il va le déposer dans l'urne en montrant tout le monde la personne dont le votant qui est à distance ou l'électeur qui est à distance avait choisi.
Nous avons mis cette procédure en place pour faciliter même à nos amis du Nord et Sud Kivu de voter aussi en toute quiétude. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est toujours en présence de tous. Et les secrétaires, après avoir rempli les bulletins, après les procès verbal, il va agrafer tous les bulletins et nous les envoyer pour preuve, et surtout en cas de contentieux électoraux, s'il y en aurait. Donc c'est comme ça que nous avons facilité les choses pour que tout le monde puisse voter facilement. Les bulletins de vote sont déjà disponibles, alors nous comptons aussi mettre en place un modèle de PV unique que tous les bureaux doivent s'en servir pour nous les faire. Et au-delà de la légalité et de la transparence, quels sont les bénéfices spirituels ou organisationnels que vous entendez de ces élections pour l'Église universelle de Jésus-Christ, monsieur le secrétaire général? Une très bonne question, papa. En fait, vous-même, vous savez, surtout depuis que nous sommes à la gestion, il y a une politique d'utilisation presque à tout moment où les gens accusent leurs dirigeants à tort ou à raison. Maintenant, les élections, c'est un moment d'apaisement où les membres de l'Église doivent se réunir pour se choisir des dirigeants qui feront l'unanimité et qui vont nous permettre de travailler dans la paix. Parce que il y avait toujours ce côté-là, on nous a imposé des gens que nous n'aimons pas, peut-être. Il y a les cas des mégestions, il y a les cas des désordres, et je crois, si tous les membres de l'Église, là où ils sont, ils prennent conscience de cela, ils doivent se choisir des personnes paisibles qui vont aider l'Église à évoluer dans la paix en dehors de tout conflit. C'est ça, en tout cas, les premiers intérêts que nous espérons. C'est pourquoi pendant la campagne électorale, nous avons interdit une campagne basée sur les injures, la haine ou l'usage des moyens financiers pour corrompre la conscience des enfants de Dieu. C'est ça, en tout cas, l'intérêt qu'il y a, c'est pour qu'il n'y ait pas encore trop de bruit, c'est pour qu'il n'y ait pas encore trop d'accusations et que l'Église puisse se choisir ses dirigeants qu'elle aime et afin de voir l'Église aussi aller de l'avant. Donc, bref, c'est une façon de sanctionner là où il y avait de la mégestion et une façon aussi d'encourager, de reconduire ceux qui avaient eu à bien travailler. C'est ça l'intérêt que nous attendons, c'est que nous attendons pour ce qui est de la vision irrélégale, en tout cas des personnes capables d'adhérer et de propulser cette vision pour un avancement et un développement durable de notre Église. Enfin, monsieur le secrétaire général, quel message souhaiteriez-vous adresser aux membres de l'Église qui s'interrogent et qui entendent avec patience ce processus? Le dernier message, c'est que nous bénissons l'Église, toutes les générations, en commençant par notre maman, la première, deuxième, troisième et quatrième génération. Et nous demandons à tout un chacun de se rappeler toujours du serment que nous avons fait de servir notre Dieu. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a toujours de la place pour tout le monde. On va élire une seule personne, mais nous tous, nous avons un serment en nous. Nous devons travailler à côté de la personne élue pour le bien-être de notre Église. Il y a toujours de la place pour tout le monde, que les élections ne puissent pas être un élément déclencheur de la haine, des divisions. Non, nous devons travailler ensemble, chacun selon les dons qui avaient été placés en lui pour le développement de notre Église sur tous les plans spirituels ou matériels. Nous demandons à tous les enfants de Dieu, à tous les inspirés, à tous les chrétiens, partout où ils sont, qu'ils peuvent compter sur nous. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Nous sommes là pour répondre à toutes leurs préoccupations. Nous sommes là pour recevoir leurs idées, leurs conseils. Nous sommes là pour recevoir tout ce qu'ils peuvent nous apporter afin que nous puissions marcher ensemble et amener notre Église à cette Église-État qui avait été prophétisée par notre messager Jean Dédié Mwambi Kadima Moulaya. Je dis et je vous remercie. D'accord, papa secrétaire, l'apôtre Kabena.
La radio Pyramide Kadima vous remercie beaucoup, cher secrétaire général et l'apôtre Pierre Kabena, pour votre temps accordé. Mesdames et messieurs, nous vous remercions chaleureusement pour votre fidélité. N'hésitez pas de partager cet entretien et à vous abonner massivement sur notre chaîne WhatsApp et YouTube de la radio Pyramide Kadima, la voix unique de l'Église universelle de Jésus-Christ. Revoyons-nous à la prochaine.